c'est tout bon. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir, fidèles aux rencontres du presse-papier. Merci à Mokhtar d'être là parmi nous pour ce livre Les conditions idéales qui nous a enchantés, Nicolas et moi. Je pense que certains l'ont lu ici, certains et certaines d'ailleurs, et qui est vraiment un très très beau livre d'apprentissage, un roman d'apprentissage, mais drôle, émouvant, un petit peu le petit frère peut-être de La vie devant soi quelque part, comme ça on doit le dire souvent. J'évite de... Oui, non. Je laisse prendre derrière l'idée. Oui, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser c'est des romans un peu qui sont un peu en écho. Et puis un roman qui a quand même réussi à être un peu en incruste de la liste du Goncourt. La première liste du Goncourt, quand même. Ouais, il était premier sur la liste, comme mon nom commence par un A. Voilà. C'est ça. On a cru, je sais pas, mais en tout cas, je n'y suis plus. Mais, non, voilà. là, et sur la liste du Renaudot. Voilà. Oui, mais voilà, toujours sur le Renaudot. Oui, donc, ça permet de... La liste du Goncourt permet de concourir, en tout cas de participer à la formidable aventure du prix Goncourt des lycéens. Et là, je suis en plein dedans. Hier, j'étais à Aix, voilà, pour la 5e rencontre. Il y en a encore 2. Voilà. Ah, super, moi, ça on y croit, il n'y a pas de raison. Surtout que le Goncourt des lycéens, contrairement au Goncourt, moi, c'est ce que j'appelle un prix de lecteur, c'est-à-dire que c'est vraiment des romans qui sont lus sans a priori, ni d'éditeur, ni de... Voilà, ce n'est pas d'histoire de un coup c'est Gallimard, un coup c'est Berser, ça on s'en fait chier en prix des lycéens. Donc, voilà, c'est vraiment, en tout cas, un livre qui le mérite largement. Voilà. Juste un petit mot pour vous rappeler, parce qu'on va avoir un mois de novembre très chargé au presse-papier. Donc je vous rappelle vite fait toutes les rencontres. Donc le 8 novembre avec Franck Courtès, chez Gallimard aussi, oui. Voilà, que je pense que vous connaissez. Depuis peu. C'est ça. Qui est un roman aussi formidable. Ces 2 romans, d'ailleurs, après le Toussaint, c'est des romans qui sont intelligents, super bien écrits, mais drôles, et ça, c'est quand même une prouesse en littérature, et là, on en a, donc, les conditions idéales, il y a quand même plein de moments où on sourit, voire plus. Et c'est le cas aussi de À pied d'œuvre, aussi, qui est un roman... C'est aussi un roman pas facile sur la vie d'un homme qui va se retrouver dans une grande précarité, voilà, pas plus, mais... Et on a Jean-Philippe Toussaint qui nous fait l'honneur de venir. Alors là, ça sera un samedi, c'est exceptionnel. On n'a pas pu dire non à Jean-Philippe Toussaint, vous me comprenez. Donc, quand il a dit, moi je veux bien venir le samedi 18 novembre avec Nicolas, on dit, oh bah oui. Bah oui, ok, samedi, bon, on ne fait pas le samedi normalement, mais bon, oui, pour Jean-Philippe Toussaint, on va faire l'exception. Voilà. L'échiquier qui lui est toujours d'ailleurs en lice pour le concours, on espère que finalement la bonne surprise serait qu'il est, et donc on aurait le concours tout frais au presse-papier. Voilà. Et puis pour finir, le Rambinet, donc ça c'est les rencontres du presse-papier, pour Perspective, qui sera là le 21 novembre. Entre-temps, on aura eu le salon des lanceurs d'alerte, qui a lieu donc, les 10, 11 et 12 novembre à la MSH, comme l'année dernière, Maison des sciences de l'homme, avec notamment Laurent Binet, mais aussi Pénac, Éric Deluca, Jean-François de la Claftine et j'en passe. Voilà, en tout cas pour la littérature. Parce qu'après, on a plein d'autres invités, évidemment, qui sont moins liés à la littérature, mais sauf qu'on est nous. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai rien oublié, Nicolas, c'est bon. Voilà. Et on compte sur vous pour toutes ces rencontres. Merci beaucoup. Alors, donc, en 2 mots, Catherine a déjà un peu fait, mais on peut insister sur le fait que les conditions idéales
sont un premier roman et que c'est un roman particulièrement réussi, ce qui est quand même notable, un roman qu'on a remarqué vraiment tout de suite et qui est à la fois, surtout avec l'actualité de ces 6 derniers mois, qui nous fait penser à beaucoup de choses, enfin qui nous fait réfléchir beaucoup, en même temps qui a un certain humour, je dirais pas humour, mais un humour parfois un peu suggéré, quoi, disons, un peu grinçant, et en même temps un style extrêmement vif, des dialogues très, très animés et une très belle écriture. Donc c'est un livre qui est intéressant et qui a une grande valeur littéraire aussi, ce que je voulais souligner vraiment au départ. Et il a d'ailleurs reçu déjà un prix, le prix envoyé par la Poste. Voilà, le prix de la Fondation La Poste, absolument. Il a été remis le 24, enfin je l'ai su le 24 août, soit le jour de la parution. Voilà, c'était une journée assez formidable, effectivement. Comme son titre l'indique, ça récompense un premier roman envoyé par la Poste. Voilà. Bon, bref. Mais passons rapidement là-dessus. Je voulais simplement vous poser une question sur un peu l'histoire de la jeunesse de ce roman, parce que je crois que c'est un texte que vous aviez déjà écrit depuis un moment ou auquel vous songiez depuis un moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous l'avez ressorti peut-être récemment. Est-ce que pour le retravailler, comment est-ce que ça s'est passé? D'abord, merci d'être là. Excusez-moi du léger retard que j'ai eu, mais des soucis logistiques indépendants de ma personne ont provoqué cela. Et merci d'être là, vraiment. Je suis très honoré de participer à cette rencontre. J'en ai fait quelques-unes, et celle-ci, c'est la première rencontre d'hiver, on va dire. Donc ça fait plaisir. Oui, voilà. Tout le monde a franchi la pluie, voilà, oui, oui. de la pluie. Donc on est tous motivés. Alors oui, non, c'est vrai que j'ai eu un peu de presse et j'ai pu m'exprimer, ou alors on a parlé pour moi, et je crois que vous tenez cette information de cela, et c'est vrai que parfois, il y a des informations qui sont presque correctes, voilà. Donc ce roman, j'ai mis 5 ans à l'écrire, et non, je ne l'ai pas ressorti, hein, j'ai coutume, hein, il y a ce qu'on appelle les épreuves, qui est la dernière c'est la version finale du roman, que l'on travaille sur papier, que l'on remet à l'éditeur sur papier. Et donc, jusque-là, où j'ai vraiment beaucoup travaillé parce que c'était nécessaire, j'étais encore en train d'écrire le roman, et donc ça, c'était au mois de juin. Vous voyez. Mais, effectivement, j'ai commencé à sérieusement l'écrire en 2017, à songer à sérieusement l'écrire en 2017. Moi, je voulais le faire depuis 10 ans, mais pour des raisons qu'on pourra développer, j'avais du mal, puisque un personnage m'empêchait d'écriture de ce roman, et donc j'ai beaucoup écrit. Ça m'a permis de travailler le style qui est devenu avec la lecture, puisque maintenant j'ai commencé à écrire notamment parce que je m'étais jeté violemment dans la lecture, et la question du style était importante, de tenter de bien écrire, à mon sens, quoi. Et donc ça m'a permis de m'entraîner, et donc j'ai mis 5 ans. Je me suis en fait sacrifié pour le faire, ce livre, parce que vous aviez une autre activité. J'avais une autre activité, mais je travaillais, moi, dans la Caisse des dépôts et consignations, dans un métier qui consistait c'est un métier que j'aimais bien, que je viens d'arrêter d'ailleurs, à discuter avec les entreprises du CAC 40 pour les tenter de les moraliser. Ouais, mais bon. Et comme c'était c'était pas mal, j'étais content, quoi. Et du coup, je faisais ça en CDD. Et alors, CDD, donc je travaillais de 3 à 9 mois, et le reste du temps, je ne travaillais pas. Et j'écrivais. Ils m'avaient proposé un CDI en 2018. Enfin, ils m'avaient sondé pour un CDI, mon service, donc, parce que j'ai fait toute ma carrière, en tout cas ce qu'il en existe dans ce service, et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit si je l'acceptais, mon entourage me poussait à l'accepter,
Et alors, voilà, je me disais que je ne pourrais pas écrire. Et donc, quand je n'écrivais pas, je ne travaillais pas, je n'avais absolument pas d'argent. Donc, voilà. Et donc, il y a eu une dimension sacrificielle, puisque j'ai pas travaillé parfois pendant 1 an et demi. Hein. Donc, voilà, c'était... ça remonte, mais enfin, c'est 2 ans, 3 ans, mais voilà. D'accord, merci. Peut-être est-ce qu'on pourrait rentrer dans le texte tout de suite, si vous voulez faire une petite lecture sur le tout début du livre, si vous voulez. On pourrait s'arrêter là simplement pour parler du tout début. Peut-être est-ce qu'on peut dire, pour se retrouver, pour les gens qui n'ont pas encore lu, que c'est l'histoire d'un jeune garçon, disons qu'on va suivre en gros de 8 à 18 ans. Quoi. Exactement. Et qui est un livre, si j'ai bien compris, qui n'est pas complètement autobiographique, c'est un roman, mais un peu inspiré quand même. Oui, c'est l'histoire de personnage qui s'appelle Scander, qui est associé à l'enfance, que l'on prend à 8 ans, et qui va changer de famille d'accueil et découvrir plusieurs choses, notamment l'acculturation, puisque il est d'origine maghrébine, mais il est élevé comme un petit blanc, et puis il va atterrir chez Madame Khadija, qui est un personnage assez important du livre, et qui va le transformer en petit arabe musulman. Et par ailleurs, il est très fort à l'école, et il va découvrir ce que c'est que d'habiter dans une ville avec des grandes tours, et des amis, et de rester dehors, voilà, avec tout ce que ça implique en matière de violence, de délinquance. Et donc c'est un apprentissage, et effectivement, moi je suis issu d'aide sociale à l'enfance depuis que je suis petit, enfin, j'ai été mis à ma naissance quasiment, et j'ai connu ce parcours, voilà. Mais je tenais à faire un roman, je trouvais que c'était mieux qu'un témoignage, ça c'est définitif dans ma tête depuis le début. Quand je vois comment certains livres fonctionnent, je me dis, je me suis peut-être trompé, j'aurais peut-être dû consentir mais non, mais c'est ça, correspond exactement, je ne sais pas, mais vraiment au roman que je voulais écrire quand j'ai commencé à me rêver écrivain, on va dire. Voilà, donc je vais commencer à lire. J'avais rien demandé. Entré à l'hôpital de Clamart pour des points de suture, on m'y gardait désormais en captivité, et j'étais prisonnier. On me cherchait une maladie dans la tête, j'avais des symptômes. Pourquoi t'es-tu jeté dans le vide, même d'1 mètre? Ça aurait pu être très grave, me sermonna le médecin qui m'avait recousu. Je ne répondis rien, espérant qu'une assistante sociale vienne me libérer, mais elle ne venait pas. Le médecin me força à parler. Comme j'en avais marre, j'ai avoué. Le cauchemar, il veut me tuer. C'était mon 20e cette année. Assis sur le lit, avec mon pansement au front, j'ai raconté ces nuits où l'apocalypse arrivait toujours, me courant après, lâchant ces tonnes d'acier tombées du ciel. Avant de mourir écrasé, je hurlais et me réveillais. Puis j'avais des migraines explosives. Il voulait tout savoir, le docteur, même l'ami imaginaire, celui à qui je parlais dans la chambre. Pourtant j'avais été discret, pas assez. Il paraît qu'une infirmière m'avait vu agiter les bras dans tous les sens, criant « Pourquoi tu as fait ça? Arrête, tu comprends rien, ne recommence pas. » Le médecin en voulait encore, il me regardait toujours. Alors j'ai dit « J'aime pas vivre, j'ai voulu casser ma tête. » C'était là ma première émotion non scolaire. Je m'étais persuadé, j'étais mauvais et inutile à tous, puisqu'en temps de paix, on n'abandonne pas son enfant. On m'avait maudit à la naissance. Merci. Alors moi, 3 choses me frappent beaucoup dans ce début. Vous me dites si je me trompe. La première, évidemment, qu'on voit tout de suite sur la première phrase, j'avais rien demandé. C'est un style tout à fait oral, bref, direct, comme ça. Et évidemment, cette première phrase, j'avais rien demandé, nous évoque un début de roman qui a marqué par son invention du langage oral. Ça fait un peu penser au voyage au début de la nuit, bien que votre livre en soit oui, Bateau
mais cette dimension du langage oral, du langage à hauteur d'enfant, etc., est très importante. Et d'ailleurs, ça m'invoque plus le voyage que enfin, ouais. Ces cauchemars, ces moment où vous dites des déluges d'acier, des orages d'acier, ça m'a fait penser à ce titre aussi, Orage d'acier, vous savez, c'est un titre d'Ernst Junger, et je me suis dit, mais en fait, ces orages d'acier, c'est parce qu'il est en guerre dans sa tête, en quelque sorte. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Et la dernière remarque, vous répondez tout en même temps si vous voulez, c'est sur l'aide sociale à l'enfance, où on va voir dans ce début une chose très curieuse, c'est que toutes les personnes qui sont là, leur identité ne correspond pas à leur fonction. C'est-à-dire, par exemple, Tati, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tati Nicolas, c'est pas du tout sa Tati. Delphine, qui est censée être sa sœur, c'est pas sa sœur, etc. Les gens ont des fonctions, mais leur identité est trouble. Pour l'enfant. Ouais, je vais me répondre dans l'ordre, je pense. Oui, sur la première phrase, oui, c'est effectivement important. C'est comme le titre, c'est comme l'image. On en reparlera peut-être de l'image parce que c'est aussi important. Oui, il y avait le côté, je voulais résumer finalement ce qui va lui arriver. Donc, j'avais rien demandé, donc j'avais pas demandé à être placé à l'aide sociale à l'enfance. J'avais pas demandé que. J'avais rien demandé de ça. Comment? J'avais pas demandé à naître. Oui, il y avait ça, mais non, c'est plutôt, j'avais pas demandé d'être mis là, qu'on m'empêche aussi, puisque ça va être le fil du roman, qu'on m'empêche après de continuer l'école. J'avais pas demandé de goûter la violence, etc. Il y a un peu ce garçon qui, finalement, il ne sait pas qui il est, il ne se connaît pas. Et il veut devenir quelqu'un. Et il y a la dimension, en fait, on passe son temps à les adultes, puis après ce seront les amis qui se confondront avec les ennemis, parfois. Donc, qui se passe son temps à pas jouer avec lui, mais quelque part à l'orienter vers ci, vers ça, et lui, c'est pas du tout ce qu'il avait demandé. Il avait juste demandé l'école, et pour le voyage au bout de la nuit, oui, ça fait partie... Enfin, c'est un peu la base 100, hein. Voilà. Moi j'espère, je suis arrivé à 1, vous voyez, c'est un peu ça, parce qu'il faut raison garder. Je parle vraiment du voyage parce que c'est toujours délicat de citer Céline, et donc moi je cite le voyage, et du coup, moi c'est vraiment le roman qui m'a permis d'écrire ce roman en quelque sorte, parce que vous parliez de La vie devant soi tout à l'heure, La vie devant soi, bon je vais dire, c'est pareil si j'avais été malin, entre guillemets, hein, mais, parce que je l'ai pensé ce roman, j'ai pensé par rapport à ce qui sortait, etc. Hein, j'ai fait ça de manière assez sérieuse, entre guillemets, voire scientifique. Mais eh bien, j'aurais pu l'arrêter à l'enfance, vous voyez, un petit enfant mignon, oh là là. Mais puis, on va continuer sur Céline, pardon de digression. Il se trouve que j'ai rencontré François Gibault, qui est l'exécuteur testamentaire de Céline et qui a le fond Céline et qui lui sort les manuscrits. Et je l'ai rencontré, il a été charmant, c'était avant ça, c'était il y a 3 ans. Et il a corrigé ce livre. En tout cas, en fait, j'avais lu sa biographie de Céline, je suis allé le voir, puis moi je vais comme ça à Paris, je vais les voir, ouais, bonjour, voilà. Et du coup, ça a été celui qui était le plus gentil, le plus apporteur d'espoir. Vraiment, oui. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est important. Et donc lui, il a lu le roman, et donc lui, sa carrière d'avocat, c'est parfois des collabos, parfois des potentats africains, etc., etc. Mais quand il a vu le personnage se transformer, donc le petit Scandaire de premier de la classe, tout mignon, dont on attend qu'il devienne danseur étoile, finalement personne adolescent qui grandit, il m'a dit c'est toi ce voyou, vous voyez. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de le faire grandir, le personnage. Et le style donc du voyage, moi, c'est pas tant au niveau de l'argot que je le place, c'est plus au niveau du personnage qui a une réflexion qui s'installe tout en agissant. Vous voyez, être seul, c'est s'entraîner à la mort, qui dit à un moment dans le livre, voilà. Et donc du coup, oui, il y avait ce côté-là du style, de prendre ça très au sérieux et de trouver des phrases. Ensuite, sur la question, c'était concernant le cauchemar, oui. Ça confirme un peu ce que vous dites, parce que le fait qu'il soit un peu... Le micro, Nicolas.
Ah pardon, qu'il soit un peu en guerre dans sa tête, enfin avec ses cauchemars, etc. C'est rejoint un peu ce truc. Oui, parce que le roman est parfois mené à un rythme assez rapide, on est quand même sur 10 ans, et puis on voyage, quoi. Enfin, je veux dire, avec le personnage, il y a cette dimension, l'impression que le ciel lui tombe sur la tête, mais ça correspondait aussi personnellement, un cauchemar que je faisais très jeune, et je me souviens bien, moi, de mon enfance, de ma jeunesse, de beaucoup d'années, de beaucoup de choses. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait marrant, parce que c'était quelque chose je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était vraiment très fort, ça me faisait vraiment des migraines. Donc j'ai voulu faire commencer le livre par ça, voilà. Le ciel lui est tombé dans sa tête, voilà. Et là, voilà. Et une chose qui m'a intrigué aussi, c'est sur son prénom qui m'a intrigué au sens de l'intrigue, parce que je me demandais ce que Scorder voulait dire. Alors j'ai fait une petite recherche pour voir l'origine du nom. J'ai vu que c'était un nom d'origine albanaise qui veut dire repousser, en fait. Là, ça n'explique pas grand-chose sur lui, mais par contre, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est que le livre, dans son rythme, est assez régulier, il n'y a pas de grande rupture de style, sauf un peu à la fin, quoi, où il y a vraiment un changement à la fin. Et je me demandais si le fait qu'il raconte son histoire, c'était pas aussi une manière de scander. Oui, le prénom, en fait, c'était pas ça. C'était un autre prénom, mais comme j'ai commencé à l'écrire il y a très longtemps, en tout cas, j'ai commencé à écrire cette idée de roman. Le prénom avait été consommé dans le processus artistique, littéraire, cinématographique, vous voyez, d'autres l'ont pris, voilà. Et donc, du coup, il a fallu que je trouve un autre prénom, et je voulais un prénom unique. Je voulais un prénom, ça m'intéressait de pas, je n'allais pas l'appeler Mokhtar, mais et je voulais un prénom qui soit aussi... le personnage à un moment se dit je suis en colonie de vacances et puis je ne vois pas mon prénom à la boutique ou avec les bols, vous voyez. Pas plus que dans le calendrier, je ne le vois. Et puis c'est des sensations qu'on a quand on est petit et qui sont en quelque sorte des moments indélébiles de savoir qui l'on est dans ce monde. Et puis la question des prénoms est aussi importante parce que bon, moi j'ai quand même pas mal grandi en banlieue et puis vous savez, il y avait pour les amis de Scander, je parle. Vous savez, parfois, moi j'avais un ami, on l'appelait Pastèque, vous voyez, donc c'est resté, etc. Et donc il y a beaucoup de noms comme ça. Donc il y a un personnage qui s'appelle Christophe, mais qui s'appelle Chorba dans le livre. Et je trouvais que c'était ça important de rendre. C'est pas un hommage, hein, c'est pas du tout ma démarche, mais je pense une démarche littéraire, mais vraiment de trouver des prénoms qui sonnent assez justes et finalement qui sont aussi là dans la vie réelle. Et aussi les prénoms des adultes aussi, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Les prénoms c'est vraiment important, quoi. Ouais. Les noms sont très importants. Et alors d'autant plus que alors cette histoire de prénom, le fait qu'il ne trouve pas dans le calendrier, ça montre qu'il n'a pas sa place aussi. Mais c'est un enfant il a un livre préféré. Son livre c'est le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, ce qu'il préfère c'est les pages roses où il y a justement les citations. Oui, les locutions latines courantes. Et les noms propres aussi, qui l'intéressent beaucoup. Il dit d'ailleurs à un moment, à chaque début d'année, je mangeais mes livres pour tout savoir. Il a une soif de tout lire. Les deux familles, vous en avez parlé tout à l'heure, il a été, en quelque sorte, il a le sentiment d'avoir été abandonné deux fois, quoi. Une fois par sa mère et une fois par sa première famille sa première famille d'accueil, oui. Sa première famille d'accueil, voilà. Et peut-être, est-ce qu'on peut dire... oui, il y a une question d'identité aussi qui se pose, parce que dans cette nouvelle famille, bien qu'ils soient de parents algériens, tous les deux algériens, tout le monde l'appelle le français. Et notamment Madame Khadija qui va essayer de le transformer, si je puis dire, en arabe. Oui, ça c'est marrant. Il se trouve qu'avec ce livre, je voyage pas mal, au sens où je fais des rencontres et c'est sympa, mais c'est valise. Aujourd'hui j'ai fait ma vaisselle, je suis content, vous voyez. Vraiment. Et donc j'ai été invité à quelque chose d'assez formidable, c'était une semaine à Saint-Malo dans un grand hôtel, c'était très bien, je sais pas là, j'étais content d'y aller.
Et alors il y a une dame qui m'a dit oui monsieur, donc c'était des femmes hein, qui avaient tout genre, mais bon c'est un truc qui coûte très cher parce que j'ai vérifié les prix. Et puis la dame, il y a une dame, elle me dit oui, ah mais monsieur je voulais savoir mais comment les gens parlent des Français dans votre livre et tout. Alors c'était marrant du coup, j'étais un peu étonné parce qu'elle était un peu sérieuse et puis après elle est revenue me voir. Mais bon, mais sa question était néanmoins importante. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est vraiment de... En fait, dès lors que je traite un sujet, enfin que j'écris, hein, parce que c'est pas du journalisme, mais j'y vais, soit je le fais à fond, soit je le fais pas à fond. Donc voilà. Donc il y avait l'idée de Madame Khadija, donc parce que, vous savez, je ne sais pas, c'est l'identité, parfois dans les familles, je sais pas, arabes, en tout cas ce que je connais. Bon, en fait, la dame aussi, j'ai envie de dire, Madame, vous, comment, est-ce que vous parlez des arabes vous pouvez me dire, vous voyez, je ne l'ai pas posé. Mais du coup, ça aurait été... Mais ce qui était un peu là, enfin, une rhétorique, mais pas, voilà, pas fausse non plus, mais je suis pas là. Non, et du coup... Madame Khadija est marocaine. Madame Khadija est marocaine, voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse... Donc, elle a un faux-fils qui s'appelle... donc Christophe Chorba, qui lui est un peu celui qui va apprendre à Scander à vraiment tout et n'importe quoi, le premier. Et alors il explique que, donc en fait, Madame Khadija était avec le père de Christophe, et donc à un moment, Scander, le personnage, lui dit bah qu'est-ce qu'elle a avec les Français. Il fait non mais parce que, il dit mon père m'a quitté, donc en fait je mets le curseur là-dessus quoi, donc on en garde un petit rancœur, mais c'est vrai que c'était aussi, oui, c'était une manière de dire que ça existait, mais qui est une sorte, c'est l'appréciation de chacun dans un petit espace qui est celui donc de Courcelles, qui est une ville inventée, et on en parlera je pense après, et voilà quoi, mais oui, c'est vrai que c'était important, et puis c'est pas grave. Oui, parce que Madame Khadija, elle veut absolument, comment dire, le transformer en arabe. Par exemple, elle trouve qu'il a trop de cheveux, alors elle lui fait raser la tête, elle change ses vêtements, elle écoute à la télé ou à la radio des choses qui sont en rapport avec la religion. Avec plutôt, oui, la télé arabe, oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle va oui, ce changement de famille d'accueil finalement va être pour lui intéressant parce que vous verrez, enfin si vous le lisez ou alors que vous connaissez, vous l'avez lu, il y a ce côté où vous êtes désiré en fait. Et donc moi c'est des souvenirs, hein. On vous fait à manger, à bonjour et tout, donc c'est un petit peu on vous racole quoi. Vous avez 8 ans, vous allez voir des familles d'accueil. Donc lui effectivement il avait vu les Hubert qui avaient des belles filles, la famille Hubert, et il voulait aller chez les Hubert, etc. Et c'est aussi pour lui c'est une inculturation totale, hein, qui est voulue par le juge pour enfants, qui est voulue par sa mère, etc. Mais ça va lui permettre aussi de savoir qui il est, parce que finalement, il en est aussi. Voilà. D'ailleurs, je fais pas que ça. Une petite parenthèse pour dire que j'ai remarqué que dans les articles et dans les émissions de radio et autres, il y a quelque chose qui est pas du tout politiquement correct dans votre livre et qui apparemment a été relevé par plusieurs journalistes, c'est qu'il ne prend pas de précaution, c'est-à-dire les gens s'appellent les Noirs, entre eux, comme on parle en banlieue, vous voyez, on dit les Noirs, les Arabes, non, il y a un les truc, Français... oui, non, il y a un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle, il y aura une ville ennemie, c'est les collines noires. Et il dit effectivement certains étaient noirs. Bon, mais en fait ça c'est, ça je vais le dire à vous, c'est pas un truc que je vois que c'est filmé, non je rigole, c'est pas très grave. Non mais c'est juste en fait c'était la ville ennemie, enfin c'était la cité ennemie. Sauf que moi la cité ennemie s'appelait les Tours Marrons, voilà. Donc du coup, hop, et ça vous voyez, donc il y a ça. Mais après non c'est ça c'est, j'ai eu des critiques, c'était France Culture je crois. Ouais. Et alors on m'a accusé de racisme, formidable. Le voyage au Maroc, il y a un voyage au Maroc avec Madame Khadija qui est, j'aime beaucoup parce que c'est un moment où ils vont. Pardon, voilà. Ouais, donc il y a cette dimension-là. Et le micro marche encore ou pas? Ouais, si ça se passe bien. Oui, mais derrière. Oui, c'est un peu beaucoup là. Oui, et du coup, oui, non, mais c'est vraiment ça. J'en parle à fond, j'écris à fond. C'est pas un livre de sociologie, c'est pas un livre, bon voilà, et il n'y a pas question de se modérer pour se modérer, ou alors de faire de la stratégie, voilà. Donc ça c'est, non, et puis, mais c'est pas fait de manière systématique,
Mais voilà, c'est... et puis je veux dire, il y a des dialogues en fait, que je reproduis, mais dont l'essence est reproduite, et puis voilà, j'ai rien inventé. Encore une petite remarque sur le ton, disons, du livre. Moi, l'histoire de Gary, tout ça m'a pas beaucoup frappé. Mais par contre, j'ai pensé à quelque chose que vous ne citez pas du tout dans le livre, mais que j'ai trouvé, avec laquelle j'ai trouvé quelques rapports. En fait, c'est Candide. Parce que le personnage, en quelque sorte, est un Candide, et comme Candide, il va parcourir le monde, il va faire des voyages, il va lui arriver à peu près à chaque étape tous les malheurs possibles. C'est ce qui va lui apprendre, en quelque sorte, l'usage du monde, un certain usage du monde. Et en plus, il y a parfois des phrases qui sont un peu ironique, un peu voltairienne, quoi. Et je note par ailleurs qu'il y a un autre personnage très important, un ami du personnage principal, qui s'appelle Juvénal, voilà, qui s'appelle Juvénal, donc qui est l'auteur des satires, vous savez, l'auteur latin. Ouais, ça, je vais vous confesser quelque chose. Je l'ai appris en la lecture d'une critique du Monde des Livres, voilà. Et donc c'est formidable. Non, voilà. C'est pour dire que on peut lire ça comme une satire ou peut-être comme un conte philosophique. Je dis conte. Bah oui, il y a ça, il y a le côté. De toute façon, si je fais un roman avec ses fondamentaux, il m'apparaît évident que je vais pas me. Un de mes amis m'a corrigé. J'ai eu la chance d'être corrigé plusieurs fois. Ça c'est vraiment important et ceux qui m'ont lu chez Gallimard me l'ont souligné. Ils m'ont dit ah oui, ça a été quand même travaillé, ça se voit. Et donc du coup, il y a des voyages, des colonies de vacances qui sont chacune. Il y en a 2, pardon. Et à un moment j'en ai mis une 3e. Et là, je sais pas, ça fait assez longtemps. Et donc c'était pareil, des souvenirs que je retravaille, mais qui servent de récit évidemment. Mais là, ça servait pas le récit, et donc j'ai mon ami qui m'a dit oh, ça se voit que t'as trop kiffé ta colonie. Et effectivement, c'était la meilleure. Vous voyez. Et non, vraiment. Et du coup, j'ai enlevé parce que il y a le côté. Il va être content de choses un peu baroques parfois. Donc au début, c'est les bonnes notes. Après, c'est effectivement une bagarre, de l'argent illégal qui est fait. Et il me semble évident qu'avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, je viens quand même. Ce roman, il y a le côté drôle, bien sûr, ça c'était obligatoire. C'est pour ça que le roman permet cela, et je l'ai vraiment travaillé parce que j'aime bien rire, et je rigolais beaucoup quand j'étais jeune. Et donc c'est tragique et comique. Et ça c'est fondamental, quoi. Mais voilà. Je suis en train de me perdre dans mes notes, comme je disais. Mais on n'a pas parlé de cette ville là, de Courcelles, et alors qui, évidemment, le nom est imaginaire. On imagine que c'est une ville peut-être du 93. Non, c'est 94. C'est dans le sud de Paris. Oui, c'est ça. Parce que moi, je viens de là-bas, et c'est marrant parce que donc, je vois des articles, et donc du coup, ils se trompent. Et alors parfois, c'est repris. Vous voyez. Et du coup, j'étais invité chez CNews avec Anne Fulda, la journaliste, là, pour l'émission L'heure des livres, et je lisais ses fiches avant que ça commence. Et là, je voyais marqué 93. Comme elle m'a invité gentiment, je l'ai fait non, c'est 94, parce que je voulais pas la laisser faire l'erreur. Mais c'est repris, effectivement, mais non, c'est vraiment 94. Et cette ville, c'était. En fait, ça c'est pareil, je la tiens pas de moi, mais c'est dans le voyage au bout de la nuit, vous savez, c'est Rancy, la ville. Voilà. Et on aurait pu croire Drancy, vous voyez, et c'est Rancy, et je trouve que Proust, j'ai pas assez lu, mais je crois que même la ville de Proust principale, si quelqu'un l'a, je crois qu'elle est même inventée, celle de Proust. Alors du coup, je dis, moi c'était important, j'ai fait beaucoup de villes, j'ai habité dans beaucoup d'endroits, il y a des souvenirs, et en fait cette ville, c'est la fusion de 2 villes dans le Val-de-Marne. Ces 2 villes, à un moment je me suis posé la question, parce que j'avais déménagé de l'une, en pleine scolarité, bref, et j'y allais toujours. Donc en fait, j'avais 2 villes, 2 cités, 2 fois 15 amis proches, 2 fois 45 moins proches, et 2 villes ennemies, vous voyez. Mais d'un point de vue technique, c'était pas possible à faire.
Donc j'ai tout fusionné et j'ai mis en quelque sorte la topographie de l'une, qui était une ville finalement de grand bonheur, même si c'était des cités, mais c'était bien. Enfin, c'était bien, pas pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais c'était bien. Je m'y sentais vraiment bien. Et une autre ville où là les gens étaient vraiment durs. Et donc le passage à la violence, ça c'est vraiment... c'est un moment, j'ai l'impression que c'est des démons quoi, qui habitent ces villes. En tout cas, ceux qui font des... Moi je parle de... C'est vraiment les mauvais garçons hein, quand même, hein, c'est situé là. Hein, voilà. C'est vraiment situé là, hein. C'est ça je le précise à chaque fois. Et du coup, il y avait cette dimension où la ville devient presque un personnage. Et ça c'était important. Et donc je disais, vous voyez, ça c'est une photo qu'on a trouvée. Alors, oui, si vous saviez la photo, je ne peux pas le dire c'est filmé, mais si vous saviez les photos qu'ils m'ont proposées à la maison d'édition, je en parlerai après, je vous les montrerai même, on va rigoler. Et donc vous voyez la photo, ça c'est ma compagne qui me l'a trouvée, et donc ce que j'aime bien c'est que le petit là, il voit ces bâtiments, et en fait il est assez jeune, et on a l'impression qu'il sait qu'il y va quoi, qu'il va y aller, vous voyez. Et du coup il y avait une phrase, en plus il y a une phrase qui résume ça, dans le livre, je l'avais écrit bien avant de trouver cela, où il dit par la fenêtre, les horizons que je voyais se rapprochaient de plus en plus. Et donc il y a cette dimension où le personnage va devoir aller là-bas, et c'est un passage effectivement de Candide, mais Candide façon 2.0 dans l'ultra-violence des années 2000 qui était quand même assez corsé à ce niveau-là. Voilà. Coursen, je note, je ne sais pas si vous l'avez choisi pour ça, mais que le mot même, évidemment on pense scène parce que la scène, pas ça, mais on se dit Coursen, alors c'est curieux, ça nous interpelle parce que le personnage passe quand même son temps à courir parce qu'il fuit souvent, et Coursen, c'est à la fois la scène, mais c'est aussi la scène côté cours, si je puis dire, pas côté jardin, puisque à un moment, d'ailleurs vers la fin du livre, il dit, en parlant de sa vie, qu'il racontait en fait tout son théâtre. Et la dimension du théâtre a l'air oui, bien sûr. de la scène, la ville et la scène de son théâtre. Oui, c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, les choses étant ce qu'elles sont avec son parcours, hein, on va se poser la question de son maintien dans cette ville, et finalement quand vous arrivez là, en fait, vous êtes un étranger, vous arrivez avec votre dictionnaire, alors certes vous consentez à l'amitié, à la violence, à la délinquance, notamment par mimétisme, hein, et parfois avec un peu de jubilation et d'esprit d'entreprise illégale, et donc d'argent, parce que l'argent est aussi un personnage, l'argent, dans ce livre. Et donc, oui, à un moment, il se rend compte que finalement, je ne suis pas de là, et quelque part, les conditions idéales, qui est un titre un peu ironique, c'est quand même aussi le seul qui, au-delà de la question scolaire, hein, qui est importante, qui est quasiment le seul à l'avoir dans cette ville, en tout cas dans ses amis, avec ses amis, eh bien, il a tout un tas d'adultes, parce que c'est ça le paradoxe, quand on est enfant de l'aide sociale à l'enfance et qu'on peut trouver, on peut avoir 18 sur 20 facilement, les adultes, donc l'assistante sociale, la directrice, l'institution se mettent à projeter des espoirs sur vous. Et lui, Madame Davert, donc, qui est son ange gardien, voilà, va l'aider et lui faire comprendre que oui, tu es là, tu pourrais être ailleurs, mais bon, cette ville est très importante. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est... Là, vous avez parlé des problèmes d'argent, c'est pour ça que c'est un problème, c'est un roman un peu balsacien, peut-être qu'on en reparlera, c'est que quand même les deux grands nerfs de la guerre, c'est quand même l'amour, oui. Ou l'amour, là, c'est ça. La volonté d'en avoir, en tout cas, et l'argent, ou le manque d'argent. Et par exemple, il y a quelque chose qui est une scène qui est très frappante où son frère Christophe Chamba lui révèle en fait que sa famille d'accueil touche un salaire et qu'il y a un enjeu d'argent dans tout ça. Et ça va fausser, enfin ça va freiner ça va vicier à l'origine, oui, c'est un rapport d'affection. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'avec Madame Khadija, donc ça je l'ai dit au début, mais
c'est l'histoire de la tentative d'amour réciproque et mutuel entre eux, puisqu'ils sont condamnés à s'aimer, puisqu'ils vont habiter pendant 8 ans ensemble. Mais Madame Khadija, qui est une personne assez mystérieuse, qui a vraiment un quant à soi, qui a de l'affection pour Skander, qui est réciproquement, eh bien, va être prise par... elle a une vie au Maroc, et donc elle a des frais, une famille à entretenir. Il y a cette dimension-là qui n'était pas... et que j'ai mis avec aussi des problèmes graves qui vont venir de chez elle, et ça aussi c'est pareil, hein, c'est toujours... il y a le côté... je pensais au mon voyage, mais c'est parce qu'en fait il y a un passage qui m'a fait rire, c'est quand ils veulent aller pour tuer la mère en rouille, vous savez que le genre, bref, Robinson. Mais il y a le côté un peu assez sombre de la famille et de l'amour. Mais en même temps, Skander, lui, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Pas grand-chose, à part ces pages roses du dictionnaire. Bon, c'est pas mal, mais il est loin de savoir ce que c'est que le tenir en foyer, puisque d'autres enfants aussi vont arriver. Et Madame Khadija, oui, eh bien, lui, il va voir ça à travers ses yeux, mais même si, effectivement, on a l'impression qu'elle ouvre un business, qu'elle s'établit en famille d'accueil, comme on ferait fromager ou libraire, je ne sais pas. Et alors, ils vont quand même essayer, hein, ils vont quand même essayer. Et l'argent, bien sûr, il y a Skander, donc il y a sa mère qui est présente, qui a aussi ces problèmes-là. Et aussi, pardon, je voulais dire ça, le roman, c'est quand même ce que j'ai pas aimé dans les critiques, qui m'ont fait plaisir, parce que j'étais content qu'on en parle, mais ce qui m'a dérangé, c'est que les uns ont fait une projection de moi en tant qu'auteur, qui ne me connaissent pas, hein, je les connais pas, et en fait, disant que c'est autobiographique, et dans ce cas, ils ont donc oublié que j'étais quand même de l'aide sociale à l'enfance, et que cette vie était potentiellement la mienne. Bon, c'est quand même, personne n'en veut, entre guillemets, de cette vie, quoi, j'avais rien demandé. Et du coup, moi, ce que j'ai quand même tenté de montrer, c'est ce que j'ai connu beaucoup, et ce que je connais encore, parce que j'habite dans un quartier très pauvre, j'habite à la Goutte d'Or à Paris, c'est quand même les gens qui s'effondrent, les gens qui lâchent, les gens que la misère vient en fait te tuer bien plus que les autres, bien plus vite, et dont l'argent devient obsession, et puis la mère est quand même, c'était terrible, et ça c'était important. Et donc il y a ça, et dans Skander, donc à un moment, après avoir cherché de l'amour près de tout le monde, l'illusion de l'amour s'estompe, et laissera place à l'obsession de l'argent avec ses enfants, avec ses amis qui effectivement sont dans un autre registre. Voilà. Alors, il y a ce voyage au Maroc qui est très important, qui est un des moments très importants du livre, où il va découvrir tout à fait autre chose. Et alors, ce qui est drôle, c'est que lui qui est arrivé donc à Courcelles sans son dictionnaire, d'ailleurs c'est un peu l'abandon des mots. En fait, quand il arrive au Maroc, la première chose qu'il frappe, c'est que les pancartes sont plus écrites en français dans une langue qui peut le déchiffrer, ou avec un alphabet qui peut déchiffrer, et donc il est dépaysé par la langue en quelque sorte. Et là-bas, il va découvrir tout un tas de, ce que vous disiez, tout un tas de trafic, d'argent, et aussi beaucoup de... il va découvrir déjà un monde, le vaste monde, quoi. Il est content parce qu'il a aussi quelque chose, c'est que dès qu'il voit un avion, il demande aux gens est-ce que t'as déjà pris l'avion, vous voyez, donc c'est un truc qui le passionne, quoi. Enfin, en tout cas, qui le fait fantasmer. Ça et l'Amérique, c'est aussi ça, hein, c'est l'effet de l'Amérique via leurs chaussures sur les jeunes, c'est quand même ça. Hein. Bref, et du coup, le Maroc, oui, c'est aussi important parce que ça va être le lieu où l'amour entre les deux pourrait se réaliser. Et puis, c'est aussi, moi, mon personnage préféré s'appelle Zoubir, et c'est un peu le pendant de Skander, qui a une dynamique d'autonomie, mais via l'entrepreneuriat. Skander, c'est par l'école, et ce personnage est totalement inventé, vous voyez. Mais lui, c'est vraiment un personnage, même j'y pense encore, quoi. J'ai l'impression que Zoubir a existé, et que, voilà. Et le Maroc, oui, ça va être aussi, ça va être autre chose, quoi. C'est d'ailleurs plus long. Il va y découvrir, d'ailleurs, je vous fais une citation là, quelque chose qui se passe à ce moment-là. Il dit je découvrais, on ne pouvait plus les Maroc, etc. La loi des nations, je la comprenais enfin. Au nord, l'opulence, au sud, la patience. Et est-ce que la loi, justement, cette appréhension de la loi, c'est pas un des thèmes aussi qui va conduire son... Oui, c'est aussi de comprendre c'est de comprendre ce
qui l'entourent. Et finalement, comme il est très fort à l'école, il a eu le temps vraiment de lire ses livres d'histoire, il a eu le temps de savoir de quoi il fait ce vaste monde, hein, avec quelques fondamentaux quand même que l'on peut acquérir très jeune, hein, le nord, le sud, etc., le tiers-monde ou pas. Et bien sûr, là il va être confronté à cela. Et donc le personnage Zoubir, c'est, il essaie de s'en sortir, et donc il y a, ils vont pour acheter une machine à coudre. Et Zoubir, le vendeur, mécanicien qui s'appelle, vous voyez, avec un M majuscule, lui sort une machine en plastique. Et Zoubir est habitué aux machines, vous voyez, à coudre en métal, là. Puis il se retourne vers Skander et lui dit mais enfin, d'abord, le Zoubir est désemparé, c'est la nouveauté qui arrive, mais Skander lui dit mais non, mais chez nous aussi on est au plastique et tout, c'est bon, c'est ça, quoi. Et donc il y a un peu cette dimension-là, oui, de... Moi, c'est pas grand-chose, mais quand on... Enfin, en tout cas, moi, j'ai mis des petites pointes où, justement, les rapports économiques, socio-culturels, micro, représentent, si on prend l'effort, mais c'est peut-être pas au lecteur de le faire, hein, c'est à d'autres, une forme macro, quoi. Et de mettre de la petite histoire, de mettre de la grande histoire, en tout cas la marche du monde, dans la marche d'un enfant, quoi. Et enfin là, il faut dire qu'on simplifie beaucoup parce que le roman est tout à fait foisonnant et bon. Mais bon, j'en ai gardé sous la pédale, hein, ça peut vous dire. Bon, ça sera pour le prochain. Et il y a un autre. Il y a différentes scènes importantes, mais enfin il y a notamment une scène qui est tragicomique, quoi, qui se passe pendant des vacances qu'il passe en Suisse, avec l'aide sociale, et où il y en a qui là... l'ont lu oui, vous connaissez, oui, François, oui, ça c'est extraordinaire. Vous savez que quand je suis arrivé, je vous coupe, mais parce que cette scène elle est vraiment, bon en fait elle est extraordinaire parce que, enfin vraiment, j'en rigole, mais ouais, oui, mais là ça devrait, pardon. Et non, j'ai rien dit, mais en fait non, ce qu'il y a c'est que quand je suis arrivé chez Gallimard, j'ai parlé de la Suisse, mais comme ça, de manière incidente. Et là mes deux éditrices ont explosé de rire, mais vraiment de concert. Et ça m'a vraiment fait plaisir, et souvent, à ceux qui l'ont lu, je dis ça, quoi. Vous connaissez la Suisse, oui, pardon. Je vous ai coupé, mais vraiment, ça j'étais content parce que c'est un autre registre, là. Oui. Parce que c'est une scène qui est à la fois très grinçante, très... Ça permet de changer aussi, notamment de registre littéraire. Oui. Voilà. On arrive au théâtre un peu limite. Exactement. Oui, parce qu'après, il y a ils font une petite... une agression avec deux autres oui, c'est un peu un moment orange, mais bon, voilà. Mais on va pas... Et après, il y a une enquête qui est très, très drôle, parce qu'il y a un enquêteur suisse qui est... Oui, le brigadier Ponant. Voilà, et donc, c'est le début de... C'est ça, c'est l'initiation à la violence. Voilà, et ça arrive assez tôt dans sa vie. Et oui, donc c'est... Puis, en fait, on va le prendre limite pour l'organisateur, quoi. Et d'ailleurs, il dit à ce propos, à cause des autres, je pris ensuite le chemin du désastre. Et effectivement, c'est une affaire de bon aller qu'en s'empirant à partir de là. Ce qui d'ailleurs a fait dire un de vos critiques, mais je me demande si c'était pas dans la même émission de France Culture, que décidément elle pouvait pas aimer ce personnage parce qu'il prenait jamais de décision. Oui, il a dit qu'il était idiot. Elle a aussi dit, pardon, je questionne l'arrivée d'un tel livre sur la place publique. Ah bon, en précisant aussi, Mediapart c'était différent, c'était pas le même registre. Mais oui. Et puis oui, il y a les listes aussi, c'est un peu resté au travers de la gorge, donc c'est pas grave. Hein, mais oui, il y a eu ça quand même. Hein, donc ça veut dire que ce livre ne devrait pas exister. Bah non. Et moi, je lis 3 heures de médias, enfin 2 heures de médias par jour depuis vraiment très longtemps, donc je connais bien le complexe médiatique. Et quand même, je me dis, vous voyez, bon, je me dis c'est bizarre parce que, pas mes amis, mais si c'est pour me pousser dans les bras du Figaro, on pourrait pas s'y prendre de la même manière. Hein. mais bon, en tout cas, c'est particulier, ouais. Mais oui, elle a dit qu'il était idiot, mais j'ai pensé à l'idiot de Dostoïevski, donc ça m'a... Le prince Mishkin, vous voyez, donc voilà, c'est formidable. Je note aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sa mère, mais elle a beaucoup de problèmes. À un moment, on ne sait pas trop ce qu'est trafic, enfin on se doute un peu, mais à un moment, elle se retrouve... Qui est-ce qui parle en même temps? Elle se retrouve en prison et... Non, bien sûr, mais c'était pour... Ah, pardon. Oui. Mais sa mère, c'est un désastre. Oui. Et je voulais simplement dire que quand lui
commence à la chercher, c'est-à-dire assez loin dans le livre, je crois que c'est la page, je ne sais plus combien, enfin bon, assez loin, on apprend le nom de sa mère, qui est Nora. Et en fait, c'est quand il commence, lui, à la chercher, qu'il commence à que pour la première fois, elle est nommée. Non, bah ça, c'est pas quelque chose qui a été volontaire pour ne pas mentir. Et vraiment, oui, écoutez, c'est bien. Merci de. Moi, je dis. Je me demandais si Nora voulait dire quelque chose, comme ça veut dire lumière. Non, j'essaie de coller à la réalité en termes de nom, mais c'est bien, oui, parce que je dis. C'est bien de faire des exégèses, mais c'était pas mal de faire. D'accord. Merci d'avoir relevé ça. Et il y a autre chose qui est tout à fait passionnant et qui d'ailleurs m'a fait penser que vous pourriez faire des discussions, des rencontres avec un type qui s'appelle Reverdy, tu sais, chez Flammarion, là, comment ça s'appelle ? Oui, c'est le professeur Thomas Reverdy. Voilà, c'est ça, Thomas Reverdy. Qui est tout ce qui concerne ce que vous appelez à côté du monde, c'est-à-dire, vous dites, il arrive que l'on marche à côté d'un autre monde sans le savoir. Oui. Et cet autre monde, peut-être vous voulez l'expliquer vous-même. Oui, il arrive que l'on marche à côté d'un autre monde sans le savoir. L'imam Foued nous avait parlé de cela m'avait passionné. Sauf que c'est un passage intéressant parce que ensuite, il dit avec Juvénal, Juvénal, donc son meilleur ami, l'autre monde le redoutait. C'est le moment où ils s'interrogent sur leur orientation scolaire. Et à ce moment-là, des bouteilles de bière volent. Et Juvénal lui dit cours, c'est les collines noires. Vous voyez, donc en fait, l'autre monde qui arrive, c'est ça. Mais ça, non, ça c'était quelque chose que j'avais appris. Ça, c'est vraiment. C'est un mystère, mais c'est quelque chose qui m'avait passionné. Et puis, oui, c'est ça, c'est à la mosquée, l'imam Foued nous avait dit qu'un autre monde existait, invisible et paisible, vous voyez. Et donc à un moment, je me suis mis à croire à cela, vous voyez. Et du coup, on me disait ça quand j'étais jeune, et qu'il y avait des gens qui sont là. Et alors, puis j'y ai cru, voilà, et puis il faut un petit peu de... C'est-à-dire non, mais... moi, je suis croyant, donc du coup, je n'ai pas de problème à imaginer que tout peut exister, quoi, vous voyez, c'est un peu le problème du croyant, entre guillemets, pour pas aller à l'enfer. Et du coup, il y avait ça, ouais. Et puis ça participait aussi du monde de l'esprit, hein. Voilà. Mais ça peut se comprendre de différentes manières, parce que on peut dire il y a un monde à côté du monde, c'est-à-dire par exemple quand ils sont attaqués par ces bouteilles, lui il ne sait pas ce que c'est que ces bandes des collines noires qui l'attaquent, etc. Il ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a aussi un monde à côté du monde, parce que finalement tous ces banlieusards, mais moi ça m'a vraiment évoqué parfois des quartiers d'Argenteuil, des choses que j'avais vécues au lycée. Pour tous ces banlieusards, Paris c'est un autre monde à côté duquel ils vivent, mais sans le connaître particulièrement. Et de même que il y a la misère, il y a les paysages urbains complètement désolés, il y a les grandes surfaces, tout ça aussi. Oui, c'est ça, justement, c'est le monde. Là, donc quand je disais je voyage, je sais pas, j'ai dû prendre parfois, ils me font, pour les villes où c'est trop long en train, c'est un avion, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant, quand vous le prenez le jour, quand vous survolez l'île de France, vous arrivez à l'île de France, et là vraiment c'est une mer de béton, une mer de blanc, de gris, vous voyez. Et il y a des villes où, il y avait certaines villes, comme je suis parti de Roissy une fois, un matin, et là vous voyez, puis moi je connais aussi le 93 parce que ma mère y habitait, donc j'ai beaucoup pris le RERB, pour ceux qui connaissent, j'imagine, on connaît tous le plan, tout ça. Et du coup, il y avait des villes, et je me disais, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et vous voyez, partout, il y a cela. Et Scander, il a ce côté Paris, l'attire, mais là encore, il y a toujours des variations. Moi, j'avais l'occasion d'y aller parfois, et donc il faut juste en fait, avoir l'étincelle, mais l'étincelle, qui n'est pas nécessaire, on peut très bien, mais lui vraiment ça va être nécessaire parce que ce béton, cette ville, effectivement, va bouffer, quoi. Parce qu'à un moment, on se dit, mais comment dans cet environnement, finalement, quelle est où est le salut, quoi? On a l'impression que dans un tel environnement, il peut pas les gens qui vivent là peuvent pas se sortir de leur situation. Si on parle de ses amis, moi je viens quand même d'un monde où c'est... je sais pas, je dois connaître 70 personnes, je sais pas, 80 personnes qui ont fait de la prison. Moi je viens de villes où ils étaient encore en train de s'entretuer il y a pas longtemps, mais sur des histoires qui durent depuis 10 ans. Moi j'avais... Vous voyez, je viens quand même de là, avec
Et puis, il y a aussi le côté, pour rester là-dessus, sur la violence, ça ne me dérange pas, il y a un personnage qui est Monsieur Lombard, qui est l'adjoint au maire, qui veut se faire plus grand vizir de la ville, quoi. Lui, j'ai beaucoup aimé, et du coup, il y a des rencontres où ils invitent le sous-préfet, etc. Ça j'aime bien parce que c'était un moyen de... Enfin, même dans le dialogue, hein, et du coup, en fait, ils connaissent pas cette ville. Et moi, pour des raisons que je peux pas dévoiler, mais je me suis rendu compte à quel point, vous connaissez pas, mais c'est pas très grave, parce que effectivement, en fait, je me suis dit aussi, personne n'a envie d'aller voir des groupes de 20 jeunes qui font 1m80, qui potentiellement n'ont pas l'air si accueillants que ça, et parfois ils ne le sont pas effectivement. Et donc ils sont entre eux, et entre eux ça donne, il y a le côté spectaculaire du, enfin, on va dire le gars de cité qui est sur la mauvaise voie, vraiment. Il y a plusieurs dimensions, hein. Enfin je veux dire, il y a soit on est vraiment dans la déchéance, et donc là c'est atteinte aux biens, aux personnes de manière complètement farfelue, bouteille de vodka à la gare, quoi, bon, hein, vous avez tous vu ça, voilà. Ou bien il y a des, Skander, celui qui va lui mettre la petite étincelle, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien, donc qui va lui... en fait c'est comme dans les films américains, mais c'est vrai que ça fonctionne pour de vrai. Quand on va m'acheter des cigarettes et il vous laisse la monnaie, il vous laisse 20 francs, et là vous avez l'impression que c'est formidable, et ça l'est. Et donc il y a aussi ça, la figure de ceux qui réussissent sans bruit, sans armes, ni haine, ni violence. Puis là il y a l'accumulation rapide du vêtement, des babioles, mais ça fait rêver effectivement les petits 15 ans, quoi. Et donc il y a toujours ce choix un peu à faire. Vous allez... qu'est-ce que vous allez faire finalement de votre vie, en fait même de délinquant. Ça c'est aussi important, quoi. Et c'est aussi ça que je voulais un peu montrer. C'est la variété, toujours, en essayant d'être assez réaliste. Alors, vous l'avez dit, je comptais y venir tout de suite, alors ça tombe formidablement bien. C'est ce thème de la déchéance, effectivement, qui court surtout la deuxième partie du livre. Et j'aurais bien aimé, simplement pour la beauté du texte, en fait, que vous simplement ce petit passage-là, oui. qui est le moment justement où il retrouve sa mère à sa sortie de prison. Je fais ça ou tu elle n'arrive pas? Oui, bien sûr, oui. Rien n'est éternel, pas même la prison. Ma mère en sortit enfin. On l'attendait chez Khadija avec Madame Davert, le jour du bulletin de notes, l'un des derniers du collège, évacué sans réprimande ni promesse. Elle arriva dans la pénombre de l'entrée, sans que je me rende compte des détails. Lorsque nous la vîmes au bout de la table, à la lumière du jour, celle qu'elle n'avait pas dû beaucoup voir dans sa cellule, on a constaté les stigmates de la prison. On ne s'est rien dit pendant des secondes, si lourdes de silence et de la honte qu'on avait tous. Fleury me l'avait rendue effrayante. Des sillons de vieillesse parcouraient son visage, des caillots marrons croûtaient ses doigts. Ses cheveux courts mal teints à la couleur rouille lui donnaient 40 siècles, elle ne serait plus jamais belle. Et c'est d'ailleurs, vous notez quelque chose à propos un peu plus tard, d'une manie qu'elle a quand ils seront dans son appartement. Il s'aperçoit qu'elle a le syndrome de Diogène, c'est-à-dire de ramasser toutes les choses inutiles. Diogène le cynique, il y a un très joli nom. Qu'elle trouve dans la rue, etc. Et je me suis dit, c'est exactement la métaphore de ce qu'elle est psychologiquement, c'est qu'elle ramasse toutes les peines sur son parcours. Oui, ça, effectivement, c'est son grand traumatisme, mais bon, je vais le dire directement, c'est ma mère, hein, littéralement, et qui est la personne la plus miséreuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle était quasiment clochardisée. Donc là, vraiment, je l'ai perdu il y a quelques années. Donc il n'y avait pas de souci de, elle me dire, vite, hein, qu'est-ce que t'as fait, bon voilà. Et du coup, j'y suis allé, c'est pareil, il n'y a pas de raison qu'elle n'y passe pas, mais c'était normal aussi de respecter cela, avec aussi l'amour qu'elle lui donne, mais en tout cas, dans sa déchéance, oui, on parle quand même de personnes qui sont sous tutelle, qui vivent avec 40 € par semaine, quoi. Et puis, elle est relativement jeune, hein, dans le livre, la mère de Skander. Et il y a tout ça crée une micro-société, et puis c'est pareil, hein, moi j'ai essayé de mettre un peu de rire, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Régis, qui
bon, qui au moment a fait un petit coup, on parlait de ça avec des faux chèques, bon, qui vont quand même ramener sa mère en tôle, hein, mais qui, Scander lui permettra d'avoir une belle paire de Nike, donc il est très content. Et puis lui, il aussi, il est prêt à vendre sa mère pour une paire de Nike, hein, c'est quand même terrible, monsieur, comme ça. Hein. Et puis, c'est pas, voilà, donc ce Régis qui tourne autour de sa mère avec d'autres, et qui lui, est un peu le... Bon, c'est le bras cassé, quoi, absolu, hein, qui de prison dit « bientôt je vais faire 10 000, bientôt je vous en donne ». Vous voyez, en y croyant alors qu'il est perdu, je sais pas, dans une maison d'arrêt, quoi. Et du coup, ouais, c'était... ça aussi, c'est fait que c'est une manière de rendre... Enfin, de dire que ces gens-là existent, quoi. Et puis, comme je suis pas populiste, ben, je raconte... c'est pas... Voilà, en fait, il n'y a pas de choses... c'est pas le magnifique, vous voyez... ah oui, je sais pas, Madame Télija, oui, son couscous, enfin, je l'aimais bien, bon, il y a cette dimension-là, c'est bien. Ma mère, et oui, quelqu'un de formidable, non, c'est pas... Même Scander n'est pas du tout formidable. Je sais pas, c'est le lecteur. Oui, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire, et en manière littéraire, surtout. Il n'était pas question de porter un jugement définitif, et simplement, ça suivait le cours des choses, quoi, voilà. Et lui-même, d'ailleurs, au lycée, suit un peu cette déchéance parce qu'il va faire c'est ce que j'ai préféré écrire le lycée. Petit trafic de drogue, etc. Enfin bon, vous découvrez ça en le lisant. Mais là aussi, il prononce un mot qui est important, qui est le mot d'aliénation. Et en fait, on a l'impression qu'il est passé de l'acculturation à l'aliénation. Ouais, l'aliénation par l'argent. Hein. C'est vraiment la maladie... La maladie absolue de ce jeune homme. Ouais. Passons. Il y a des choses très belles, notamment j'ai noté cette phrase pour vous dire combien le style aussi est travaillé. Il y a un personnage, un matin, qui voit le jour se lever sur Courcelles et qui dit Courcelles, assassiné par la nuit, tentait de renaître. Ah oui, très beau. Ah oui, j'en suis là. Et bref, il y a aussi des choses où on va découvrir sur le père et ses origines. Passons. Mais pour s'acheminer doucement vers la fin, je voudrais poser la question justement d'une ambition qui est la sienne, enfin d'une ambition qui s'exprime en tout cas à la fin, qui est celle peut-être de changer de monde ou de changer le monde. Et alors ça se manifeste par différentes choses. Par exemple, il découvre l'appartement d'un professeur qui est un sociologue. Alors là, il découvre un monde tout à fait différent, avec des artistes, des choses comme ça. Et oui, il va se confronter à eux et à cela, et aussi au jugement qu'on peut avoir, où quelqu'un lui dit oui, c'est vrai qu'on construit des endroits immondes. Et donc Scander qui déteste sa ville, hein, va l'entendre de la bouche d'un architecte à un brunch, quoi, où il est content, il mange sur les genoux, il découvre, quoi. Et du coup, il lui dit, mais elle est immonde notre ville, vous voyez, parce qu'il l'entend, et donc il se rend compte de cela, et puis d'autres choses. Et aussi, qu'il est complètement largué, parce que c'était, en fait, c'est le traité sur l'Europe. Donc c'est pareil, j'ai un référendum, j'ai mis ça, le traité sur l'Europe, et comme le professeur le soupçonne d'être libéral, il lui fait, ah oui, je suis sûr que t'es un libéral, comme l'avocat auquel il parle au brunch. Et qui lui dit, moi j'aime bien l'Europe, oui, ça m'intéresse, le football et tout. Et puis Mehdi, dans sa tête, hein, c'est pareil, c'est des maximes à soi-même. Ça faisait longtemps qu'elle ne m'arrivait plus les nouvelles du monde, vous voyez, où il y a un peu ça, la découverte de son inutilité dans ce milieu-là. Voilà. Il y a aussi des divers personnages féminins qui passent, évidemment, des filles qui essaient de séduire et tout ça, et notamment une qui paraît assez caractéristique, qui s'appelle Laure, et qui est une fille de banquier, parce que lui, ça le fait rêver, parce qu'il imagine, voilà, bref. Et d'ailleurs, le fait qu'elle s'appelle Laure n'est pas un hasard, j'imagine, parce que c'est la fille du banquier. Et oui, ça se passe pendant les vacances en Croatie, enfin bref. Et il parle un peu de ses lectures, et elle lui dit que son livre préféré, c'est Les Grandes Espérances de Dickens. Elle est fascinée par l'Angleterre. Voilà. Ouais. Mais je me dis, mais la rencontre de ces deux personnages, finalement, deux personnages opposés, c'est la rencontre, enfin l'opposition des grandes espérances et des illusions perdues, si je puis dire. Oui, je pense souvent à Lucien Rubempré, c'est mon livre préféré. Chaque jour, j'y pense, oui, vraiment. Non, mais vraiment, je viens de dire, Lucien,
L'autre vie était possible, il fallait juste écouter d'Arthez, pour ceux qui se souviennent, et aller un peu moins boire du champagne et te mettre à la table. Mais oui, c'est vraiment un personnage qui est très important. Et du coup, oui, mais il y a aussi cette dimension adolescente, et c'est pour ça que le pire quand on est de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas là, hein, c'est pas dans ce livre, entre guillemets. C'est après, c'est quand on en sort, quand il vous laisse tout seul. Où là, effectivement, là, c'est lâché dans la ville et débrouille-toi. Et puis 25% des enfants de l'aide sociale, des SDF sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est contre ça qu'on lutte quand on est adulte. C'est un autre combat que, voilà. Et on regrette Madame Khadija malgré, voilà. Et du coup, le roman, l'adolescence, il y a quand même, c'est le lieu de l'espoir, c'est le lieu où on s'amuse, c'est le lieu des rencontres, et j'ai voulu vraiment rendre hommage à cela, quoi. Et donc même, ce qui peut apparaître comme des antagonismes, finalement, sont jamais que des incompréhensions, et puis voilà, lui, maman lui dit, tu veux qu'on aille dans ta ville et alors lui, il imagine qu'elle veut se moquer de lui, parce que, vous voyez, mais ça lui passera, quoi, il est quand même content, je crois, vers la fin, mais oui, c'est aussi ça, c'est l'éveil sentimental, la brutalité de l'obligation d'être un être qui a des rapports sexuels, sentimentaux, et voilà, hein, avec aussi ses amis, comment ils se débrouillent à ce niveau-là aussi. Mais oui. Et il faut dire, pour vous rassurer, qu'il termine moins mal que Lucien de Rubempré, même si vous n'avez pas lu Les Illusions perdues, vous avez peut-être vu le film récemment. Là, excellent, oui. Oh, mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui. Oui, alors d'ailleurs, c'est vers la fin d'ailleurs qu'on comprend l'ironie et le double sens vraiment du titre, hein, les conditions idéales. C'est à la fois vrai et à la fois évidemment extrêmement grinçant. Je voulais terminer, si vous le voulez bien, par un retour, une chose qui est au début dont on n'a pas parlé, si vous voulez lire, c'est l'Exergue de Marot. Du poète Clément Marot. Oui, c'est plus ne suis ce que j'ai été, ne le saurais jamais être. Mon printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Ah, si je pouvais deux fois naître, comme je te servirais mieux. Et ça, oui, je l'ai découvert en lisant, un ami m'avait offert l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, hein, qui était avant d'être banquier, président, professeur à Montpouzy, je sais pas, j'arrive jamais à retenir la ville. Et ça, en fait, quand je l'ai lu, vous voyez, les poèmes, hein, c'est comme les musiques, ça rentre ou ça rentre pas, hein. Voilà, hein, c'est... et du coup, je savais, moi, c'est rentré vraiment, et là, j'ai trouvé ça absolument formidable, parce que, vous savez, c'est... Ah, si je pouvais deux fois naître comme je te servirais mieux, et comme pour ce livre j'ai dû mobiliser ma mémoire de manière assez forte, je suis je suis né, en fait je me suis refait mon enfance, mon adolescence, mais bon, voilà. J'ai eu l'impression aussi que ce poème a aussi une autre fonction, c'est qu'il rejoint tout à fait les toutes dernières phrases du livre. Oui. Où, ah oui, je ne vais pas les citer, oui. Non, on ne les cite pas, bref, mais vous verrez en arrivant à la fin. Et ça donne aussi une forme un peu... de révolution, oui, tout à fait. Oui, ça c'est important. C'est un point A, un point B, et c'était, voilà, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des sujets, mais c'est très bien, mais vraiment, c'est la littérature qui est entrée en moi, et c'était, voilà, faire des phrases, et j'avais ça en mémoire, quoi. Enfin, je suis jamais plus ému que lorsque je lis une phrase et que ça rentre, et je fais ah, c'est formidable. Ouais. Et aussi l'apprentissage, parce qu'il y a la littérature, mais il y a aussi les sciences sociales qui permettent quand même d'éclairer le monde et de donner un peu cette densité à soi-même et de ne pas, d'exploiter aussi des sentiments et de ne pas finir par décrire des coups dans des livres, quoi. Parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi la magie du monde social, quoi. C'est une très belle conclusion. Si vous voulez, on peut peut-être se tourner vers le public, si vous voulez intervenir ou poser quelques questions, quelques réactions pour ceux qui l'ont lu.
Je répondrai à tout, n'hésitez pas. Si je l'ai pas déjà assez fait. Sur la rentrée littéraire, si vous voulez savoir des infos. Voilà, mais c'est... voilà. Mais moi j'en ai une parce que la première question que je vous avais posée, laquelle vous avez répondu à moitié, disons, c'était sur le sur le travail de ce livre. Justement, on la connaît parce qu'elle est venue quelques fois ici. Quel était le travail sur le livre avec Charlotte? Parce que d'après ce que j'avais entendu de vous dans une interview, je pense, je crois que vous aviez envoyé le livre, que c'est une lectrice, quelqu'un de service des manuscrits chez Gallimard qui l'a lu, et elle l'a fait remonter à une... Non, parce que je tiens, faut clairsemer. Non, si, ça c'est ce que j'ai dit, évidemment, et c'est vrai, mais parce que le jour où j'ai fait mon service de presse, eh bien j'ai rencontré la jeune femme qui a reçu le manuscrit pour le lire, vous voyez. Et c'était assez émouvant parce qu'elle m'a dit « Ah oui, c'est toi », voilà. Mais là où j'ai été verni, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose d'absolument formidable, c'est que c'était en janvier 2022, j'étais entre mes deux contrats à la Caisse des dépôts, donc, et je parlais à un ami de ce roman, que j'ai un peu une grande gueule, je parlais un peu fort, et je lançais des guerres tout seul dans Paris à la Madeleine un samedi, et du coup, il y avait une dame à côté de moi, et j'avais acheté le manuscrit. Puis alors, je parle, on était vraiment collés. Et puis cette dame, je la regardais parfois, et alors elle se lève, et puis elle me regarde, et de son portefeuille, elle tire une carte. Et elle me dit, écoutez, si vous avez autre chose qu'un journal du confinement envoyé, je venais d'en parler. Donc là, j'ai juste compris qu'elle avait entendu toute ma conversation. Bien, tenez, envoyez-le peut-être à notre maison. Et puis là, je prends la carte, après avoir entendu cela, et là, je vois secrétaire général, éditeur, édition Gallimard. Et donc, c'est la numéro 2 de la maison Gallimard, l'éditrice de Delphine Navigant, de Giuliano d'Antoni, de Hervé Letellier. Et puis donc, et moi je balbutie de trois choses, elle était déjà partie. Et là, je me rends compte de ce qui vient d'arriver. Et alors, ce jour a vraiment changé ma vie, quoi. Puisqu'ensuite, eh bien, je l'ai envoyé chez Gallimard, mais comme tout le monde, quoi. Vous l'envoyez, bon, un privilège. Évidemment, tu ne l'as pas forcément donné. Puis un jour, elle m'a appelé, en mois de mars, elle m'a dit ah bah, on me l'a fait remonter, donc la fameuse jeune femme. Bah moi, je vais le lire. Et j'espère que ça va me plaire. Et cette femme a la particularité d'avoir une voix très douce. Et la manière dont elle a prononcé cette phrase, j'espère que ça va me plaire. J'avais compris que si ça lui plaisait, elle m'ouvrirait les cités d'or, en référence à la série que je viens de regarder quand j'étais jeune. Non, vraiment, c'est... Voilà. Et comment Karina aussi, non, oui, ouais. Sans elle, et j'ai la certitude que sans elle, il n'y aurait pas eu ça, quoi. Et donc, du coup, moi, la Caisse des dépôts, se trouvant à côté de Gallimard, à 200 mètres, et puis donc j'ai fait... il y a quelque chose, c'est que je suis très très enthousiaste de... Voilà, j'ai vraiment ça en moi, et puis j'ai un peu le feu quoi en moi, et j'aime bien ça, donc du coup, comme c'est quasiment les plus beaux quartiers de Paris, c'est sympa déjà. Puis j'ai mon éditeur, la Caisse des dépôts, et donc je faisais des allers-retours, et la première fois j'étais intimidé, et puis je me mettais un malin plaisir à aller chez Gallimard, comme j'allais à la MJC de mon quartier, quoi. Voilà, sur le canapé, oui, bonjour, ça va. Et c'était formidable, et vraiment là, on en est, le livre a réussi, il a été lu quand même, critiqué, sélectionné. On a réussi à le vendre en Allemagne, à une très bonne maison d'édition, à une très très bonne éditrice. Il y a bientôt des gens qui vont peut-être le filmer, voilà. Donc ça c'est bien, et c'est formidable, et moi je vis, en gros, le roman c'est... Moi je suis devenu scandaire, mais j'ai vraiment habité dedans pendant très longtemps. Et moi la vie je la concilie parce que j'ai pas vraiment d'objectif à part peut-être quelques bouquins, devenir peut-être quelqu'un parce que j'ai trop lu le dictionnaire et je me suis mis à fantasmer sur des choses qui n'étaient pas du tout... a priori, voilà, j'ai un peu d'ambition mais qui est, voilà, je me nourris de ça, bon. Et c'est formidable de vivre cette rentrée littéraire et quand je me dis, voilà, je pense à Redentré ou à d'autres et ça me fait vraiment plaisir, quoi, et d'être rentré dans ce temple qui m'attend, parce que moi je suis de l'équipe Folio en poche, vous voyez, de poche, il y a Folio, voilà, et moi c'était formidable, quoi, et cette dame vraiment je lui dois tout, quoi, et donc on a travaillé, évidemment, elle m'a dit, c'est François Sureau, l'académicien, qui a lu pour le comité de lecture. Alors moi j'étais content, il m'a fait des très beaux commentaires sur le style, et ça, il a fait mon été, voilà. Puis il m'a dit, mais
niveau de la structure, parce qu'au début c'était très évasif ce qu'elle me disait. Et puis moi j'étais là, j'étais refait, hein, j'étais là, oui, bah c'est bon, j'ai signé chez Gallimard, quoi, c'est quand même pas rien. Et du coup, donc je faisais la fête. Et je n'arrêtais pas de dire j'ai signé chez Gallimard, et puis j'avais oublié que je devais écrire le bouquin, quoi. Et le CM me disait oui, bah, il faut quand même, voilà. Et du coup, donc François Sureau m'a corrigé, et puis il m'a dit à un moment, oui, la construction, mais pas plus. Et alors moi, je sais pas, j'ai imaginé j'imaginais qu'il voulait ça, je ne sais pas ce qu'il voulait, je l'ai donc donné à Charlotte. Elle m'a dit, bah c'est très bien, mais en fait, le moment où tu as commencé à changer, donc quasiment la moitié du livre, qui était plus gros, bah là ça va pas. Donc là, vous redescendez, vous reprenez le truc, et je me suis vraiment... la structure, c'était important. Et elle, il y a aussi quoi, c'est le jour des épreuves, la fin aurait dû être différente, pas mal de le dire. Et alors moi je suis content, et encore. Alors on me dit, ah bah c'est bon, c'est les épreuves, c'est fini. J'ai 7 jours pour le faire, j'avais mon travail, et donc là, le mardi matin, elle m'appelle. Bah, dans la maison, il y en a qui l'ont lu. Il n'y a pas que nous deux, on le lit en vase clos, voilà, on le lit en vase clos, mais là, ils ont dit, bah non, il faut changer la fin. Puis aussi, ils m'ont dit, il faut changer ça, tu veux pas l'enlever. Et puis moi, et comme j'avais été habitué à couper, ça me dérangeait pas depuis le début, hein. Vraiment, ça c'est vraiment... une fille qui m'avait dit, c'est comme se couper les cheveux, ça fait du bien, vous voyez. J'ai retenu la métaphore, c'est vrai. Et du coup, j'étais habitué à cela, et moi j'essaie de sauver des phrases en fait, à ce moment-là. C'est que des phrases que j'essaie de sauver, de les replacer. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, j'avais très peu de temps. Je vais vous le dire, j'ai charcuté 30 pages du livre en 24 heures. Ce qui est énorme, c'est des trucs que j'ai mis des mois à écrire, et surtout comme vous rendez un truc, mais il vous donne un alphabet, l'alphabet des épreuves, on dirait du morse espéranto, vous n'y comprenez rien, vous êtes au crayon papier, et vous n'avez pas le temps, vous supprimez, vous faites des flèches, c'est vraiment un truc, je dis ça, et surtout, j'avais peu de temps, parce qu'on était un peu en retard sur les bons à tirer, etc., quoi. Et puis donc ça veut dire sur la promo, parce que ça s'est quand même bien fait en amont, et j'ai eu de la chance, c'est que, j'ai compris ce qu'il voulait, en fait. Et même moi, je me suis fait bon. Et donc, il était question vraiment d'enlever pas le superficiel, mais j'ai vu, ok, si j'enlève ça, j'enlève ça. Et on a réussi à le faire, quoi, voilà. Mais c'est une relation vraiment exigeante. Et puis surtout, vous arrivez avec des gens que vous découvrez, hein. Faut pas oublier ça, hein. Voilà. Et puis ils sont avec moi. J'ai la chance, mais c'est vrai que j'ai cette chance-là, et puis je suis très content parce que, je suis quand même avec... pour me lancer dedans, parce que vous en savez quelque chose, hein, mais ça, je dis ça, on parle de généralité, mais c'est déjà un cimetière pour certains, la rentrée littéraire avec tout ce qui sort. Mais je dis ça, parce que ça aurait pu arriver, hein, et du coup, j'ai cette chance. Le livre a eu de la chance, et moi je suis très content, c'est pour le texte, quoi, parce que moi je peux pas le lire ce livre, c'est pas possible, de la page, sinon on refait une version, quoi. Non, parce que vous passez votre temps sur trop de pages, c'est pas possible, je pense. Et je me dis, j'espère qu'il y a un souffle, et puis c'est un peu ce que vous avez voulu reproduire quand vous avez lu, quoi. Et ça c'est formidable, et je me dis que le boulot a été fait, et puis il va falloir continuer, hélas, parce que oui, il y a aussi cet enjeu-là. Monsieur Jean. Très bien. Bon, alors, à moins que quelqu'un veuille parler à nouveau, on peut peut-être garder un peu de temps pour signer des... Ouais, bien sûr, ouais.